David Meidan, ancien cadre du Mossad, plus de 35 ans, passé au service secret israélien. Vous étiez candidat pour être à la tête d'ailleurs de l'organisation. Et vous êtes celui plus que tout autre, sans qui Gilad Shalit n'aurait pas vu la lumière du jour. On commémore les 10 ans de sa libération, on se souvient de ces scènes. Vous avez déclaré lui avoir sauvé la vie. Pourquoi ? Gilad Shalit est resté en captivité pendant 5 ans et 5 mois. Il est le prisonnier resté en captivité le plus longtemps depuis l'indépendance de l'État qui soit rentré vivant. Personne n'est resté plus longtemps que lui, non. Non seulement il a été fait prisonnier, mais il est resté seul et il était blessé. En effet, il avait gardé des séquelles à la main depuis le moment de sa capture. Ils ne l'ont pas soigné. On peut dire qu'il est resté la plupart du temps enfermé dans une seule pièce de 4 mètres sur 3. Il a vu le soleil une fois ou deux durant toute cette période. Il a donc passé toutes ces années séquestré dans une cellule le plus souvent obscure, car l'électricité coupe tout le temps à Gaza. C'est ainsi qu'il a vécu. Après 5 ans et 4 mois, ou 5 mois, il n'avait pas vu le soleil, il avait l'air extrêmement affaibli, et il s'est d'ailleurs évanoui dans l'hélicoptère qu'il a ramené. שלום, שובך לשלום, כולנו מתרגשים לקבל את גלעד חזרה הביתה. On connaît l'histoire, vous allez le chercher à Kerem Shalom, vous le mettez dans l'hélicoptère direction Tel Nov, Tel Aviv, et il s'évanouit dans l'avion, et dans l'hélicoptère, et là vous vous dites quoi ? Non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au poste frontière de Kerem Shalom et lui était au point de passage de Rafah, côté égyptien. La distance entre les deux points est d'environ 3 km. Lorsque je l'ai repéré sur l'écran, ce fut une condition dans l'accord d'échange des prisonniers. Je lui ai posé quelques questions et il était clair qu'il s'agissait bien de lui. J'ai dit à l'agent de la Croix-Rouge qui l'accompagnait de m'attendre en bas du point de passage égyptien et que j'étais en route, en voiture. Au milieu de la route, nous avons été surpris par une Mercedes des renseignements égyptiens et Gilad Shalit y était assis sur la banquette arrière. On m'a demandé d'entrer dans la voiture. Gilad était assis du côté droit de la banquette. Je me suis mis du côté gauche et 2 officiers égyptiens étaient assis entre nous. 2 généraux. La situation était très difficile. Imaginez que vous vous retrouvez en face d'une personne qui n'a pas vu le soleil pendant 5 ans et demi. Très maigre, très ému et très tendu. Il avait les dents toutes crispées. J'avais peur qu'il s'effondre à ce moment-là. Je voulais à tout prix le calmer. Je me suis quasiment allongé sur les genoux des 2 officiers assis entre nous afin de le tenir, de le calmer. Il respirait avec difficulté. J'essayais de lui parler. Il était sous le choc, il me fixait en permanence. Il n'avait pas vu d'Israélien durant toute cette période. J'ai vu qu'il était émotionnellement très affecté et j'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai essayé de lui parler. Quand je l'ai vu dans cet état, il était clair pour moi, et pour eux aussi je pense, que s'il était resté un peu plus de temps en captivité, il serait parti. Il n'aurait pas pu tenir. Il ne voyait pas le soleil, il manquait de vitamine D, il mangeait très peu, il ne cessait de maigrir. Vous savez, un être humain reste un être humain. C'est pourquoi je pense que le libérer à ce moment-là précisément était selon moi indispensable. Car s'il était resté séquestré encore quelques mois, à mon avis il serait mort. Mais à partir du moment où Benyamin Netanyahou vous donne la responsabilité, juste après Haggai Hadas, de cette responsabilité de libérer Gilad Shalit, il vous a fallu 6 mois à peine. Où est-ce qu'elle était la faille ? Où est-ce que vous avez trouvé la faille ? Avant moi, il y avait Haggai Hadas et avant lui, il y avait Ofer Dekel. Ce dernier, qui était donc en poste avant Haggai Hadas, a cherché à négocier à travers les Égyptiens sous le régime de Moubarak. 3 années de pourparlers n'ont mené à rien. Il n'est pas nécessaire de développer les raisons, mais ça n'a pas marché. Lorsque Haggai Hadas a pris ses fonctions, il est parti dans une toute autre direction. Il a laissé tomber les Égyptiens, il est allé chercher la médiation des Allemands. Pendant 2 ans, le médiateur allemand a voyagé 70 fois entre Gaza, Damas et Tel Aviv afin de trouver une solution. Et au final, il a fait une proposition au Hamas en 2010 à laquelle il n'a pas reçu de réponse. Le Hamas l'a ignoré. Des pressions ont été exercées afin qu'il réagisse à l'offre, mais en vain.
C'est alors que le médiateur allemand a amélioré la proposition. Mais le Hamas n'a pas pour autant réagi, et ce en dépit de multiples pressions. À la fin, le Hamas a dit qu'il ne croyait pas à la médiation allemande et qu'il soupçonnait le médiateur allemand d'être juif, d'être de mère juive. Vous avez aimé d'ailleurs ce qu'il a récemment déclaré à la presse, où il a commencé à révéler toutes sortes de secrets? Rien de cet ordre n'a eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a fait une proposition au Hamas et que ce dernier l'a repoussée. Ce sont les faits. Rien d'autre n'a eu lieu. Lorsque je suis entré en fonction, il n'y avait ni médiation allemande, ni médiation égyptienne. Il y avait un Israélien nommé Gershon Baskin qui était régulièrement en contact par téléphone avec le Hamas et qui a pris contact avec moi. Je ne le connaissais pas. Et je dois dire que j'étais surpris. Je ne savais pas qu'un Israélien avait le droit d'être en contact avec le Hamas. Je croyais que c'était illégal. Mais il était en relation avec des personnes faisant partie du Hamas. L'une d'elles, Razi Hamed, une sorte de vice-ministre des Affaires étrangères, lui a dit qu'il était assis à côté d'Ahmed Jabari, l'homme qui était en charge du dossier, que des changements avaient eu lieu et qu'il serait bon de discuter. C'est à ce moment-là que des pourparlers ont été engagés directement entre eux et moi, sans médiateur, via Baskin. Et nous correspondions par SMS. WhatsApp n'existait pas encore. Nous étions en 2011 et nous échangions du matin au soir au sujet du deal. En fait, notre point de départ était la proposition faite par le médiateur allemand et qu'ils avaient auparavant rejetée. J'essayais d'en faire quelque chose. Mais attendez que je comprenne. Donc, vous dites quelque chose à Gershon Baskin parle à Ahmed Jabari, Jabari répond et... Non, cela s'est passé ainsi. Razi Hamed, qui était assis à côté d'Ahmed Jabari, correspondait avec Gershon Baskin, qui lui me transmettait les messages. Gershon était une sorte de relais. Je passais par lui et vice-versa. Et c'est ainsi que cela fonctionnait du matin jusqu'au soir pendant un mois. Vous avez parlé indirectement avec le Hamas. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir quasiment comme aujourd'hui Ahmed Jabari, celui qui a planifié l'enlèvement de Gilad Shalit, le chef d'état-major, on peut l'appeler comme ça, du Hamas, et celui qui le gardait? Écoutez, c'est un sujet très délicat. La délégation du Hamas en Égypte était de haut rang. Elle comprenait Ahmed Jabari, Harouri, Awadallah et d'autres. Il y avait aussi l'adjoint de Jabari, Marwan Issa, qui est à sa place aujourd'hui, sans compter tous les autres adjoints. Nous étions assis au même couloir, dans des pièces collées les unes aux autres. Nous ne nous sommes jamais assis ensemble comme je suis assis avec vous. Nous n'avons toutefois pas négocié directement, nous ne nous sommes pas non plus parlé, ne serait-ce que debout, et nous n'avons pas échangé de messages. Les Égyptiens entraient et sortaient tout le temps. Comment un homme qui a passé 35 ans au Mossad, qui a connu énormément de missions, peut rester calme, assis, alors que à moins de 2 mètres, il y a le chef militaire du Hamas? Je n'ai pas eu peur, non. Je dois dire que j'ai l'habitude de m'asseoir avec des ennemis. Ce n'est pas une chose qui me surprend. Nous avons été accueillis par les Égyptiens dans les bureaux du siège des renseignements. Le fait que dans une pièce d'à côté ou qu'à quelques mètres de moi sont assis les chefs du Hamas ne m'a guère impressionné. J'étais plutôt concentré sur ma mission. De la même manière que je n'ai pas eu peur de prendre ma voiture et d'aller chercher Gilad Shalit au point de passage égyptien de Rafah. À aucun moment vous avez eu la main qui a tremblé quand on sait qu'il va y avoir des terroristes qui ont du sang sur les mains, qui vont être libérés. À aucun moment vous vous dites... Ce n'est pas exact. Les missions de cette nature, vous ne les effectuez pas avec joie, mais parce que vous n'avez pas le choix. On peut dire qu'à l'issue d'environ 5 ans et demi, nous nous sommes retrouvés confrontés à 2 choix seulement. Pas 3, pas 4, mais 2. Soit vous ne faites rien, vous laissez traîner les choses et vous laissez mourir, comme ce fut le cas pour Ron Arad, soit vous parvenez à un accord dans lequel vous essayez de payer le prix le moins lourd possible pour le libérer. C'est un dilemme. Chacun doit se demander ce qu'il veut faire. Pour ma part, j'ai considéré que mener des négociations en vue de libérer Gilad Shalit parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire, eh bien c'était la bonne décision à prendre. C'était ce que je pensais, et c'est d'ailleurs ce que je pense encore aujourd'hui. Quand vous êtes j'aimerais revenir juste un instant sur cette phrase après sur Ron Arad, mais quand vous êtes à la maison, puisque vous n'êtes plus au Mossad en 2014, lorsqu'il y a l'enlèvement de 3 adolescents
par des terroristes qui ont été libérés dans l'affaire Shalit. En 2017, Yahya Sinwar prend aussi la responsabilité du Hamas. Ce sont deux événements qui ont marqué ces dernières années. Vous vous dites quoi alors? C'est ma faute? C'est pas ma faute? Non, ce n'est pas ce que j'ai pensé. Je le pensais et je le pense toujours. Nous avons libéré des enfoirés. Quand vous travaillez dans le monde des prisonniers et que vous passez en revue les listes, vous apprenez que même dans le noir, il existe des degrés. Certains prisonniers sont très problématiques, tandis que d'autres le sont un peu moins. Même si en fin de compte, ils sont tous problématiques. Mais abandonner un soldat capturé sur le champ de bataille, avec toutes les implications morales qui vont avec, c'est une alternative bien pire. En tout cas, c'est mon avis. C'est d'ailleurs aussi celui de l'opinion publique israélienne dans sa majorité. Au moment de la signature de l'accord, l'écrasante majorité de l'opinion y était favorable. Et ce fut l'un des plus grands moments de solidarité en Israël. Alors j'aimerais revenir sur votre phrase, sur Ron Arad. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez que l'accord Shalit vient finalement remplacer le trauma causé par le cas Ron Arad? Je ne peux parler qu'en mon nom. Je fais partie de la génération qui a été accompagnée par l'histoire de Ron Arad pendant 30 ans. Lorsqu'il est tombé en captivité, j'étais déjà en exercice. Nous nous sommes occupés de cette affaire pendant des dizaines d'années. Et pour moi, il était clair qu'il n'est pas permis de laisser Gilad Shalit finir comme Ron Arad. C'est ce que j'avais en tête en permanence. Je parle de moi. Je ne sais pas quel était l'état d'esprit du Premier ministre et des autres. En ce qui me concerne, je me disais que si nous n'agissions pas rapidement pour trouver une solution, nous allions le perdre. Aujourd'hui, avec le recul, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas conclu un accord similaire pour libérer Ron Arad il y a 30 ans ou plus. Des messages avaient été échangés entre les différentes parties. Le prix qui était exigé alors nous semblerait aujourd'hui peu significatif. Mais on ne l'a pas fait. Pour un tas de raisons. Je ne voudrais pas commencer à accuser des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui pour se défendre et s'expliquer. Aucun accord a été trouvé et Ron Arad est parti. La même chose aurait pu facilement se produire avec Gilad Shalit. Pour vous, Ron Arad n'est plus de ce monde? À mon avis, hélas, oui. Je pense que cette histoire s'est terminée. Et ça veut dire que, si je comprends bien, on était à deux doigts de récupérer Ron Arad. Il est difficile de savoir. Je parle avec précaution car presque tous ceux qui se sont occupés de cette affaire ne sont plus de ce monde. Il y a beaucoup de versions et peu de choses ont été écrites. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet. Il existe une version qui a pas mal circulé. Je dois dire que je n'ai rien trouvé d'écrit. Selon laquelle une offre avait été transmise à feu Uri Loubrani, dans laquelle les ravisseurs réclamaient la libération de quelques trafiquants de drogue, de l'argent et quelques armes, et qu'elle a été refusée. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est ce qu'on dit. Je pense que si une telle offre avait été vraiment faite et rejetée, cela aurait été une erreur. C'est mon avis. Dernière question. David Meidan, quand on passe 35 ans et qu'on voit qu'il y a toujours encore le même problème, quand on passe 35 ans au Mossad et qu'on voit à la télévision qu'il y a encore 2 dépouilles de soldats dans la bande de Gaza, qu'il y a toujours 2 civils, c'est une histoire sans fin. C'est notre destin. Nous vivons cela tout le temps, mais l'affaire des 2 dépouilles et des 2 civils enlevés dans la bande de Gaza est différente. Chaque affaire a ses propres caractéristiques. Il s'agit dans ce cas d'une affaire humanitaire. Les 2 civils enlevés sont des handicapés mentaux. On ne peut pas juger leur comportement parce qu'ils ne sont pas normaux. Ils ont franchi volontairement la frontière. Ils viennent tous les 2 de milieux défavorisés. L'un vient du secteur bédouin, l'autre est issu d'une famille d'origine éthiopienne qui vit à Ashkelon. Ils ont commis cet acte, mais ils sont des citoyens ordinaires, comme vous et moi. Chercher à les faire sortir de là-bas est un devoir moral. On ne peut pas penser autrement. On ne peut toutefois pas payer le même prix que pour Gilad Shalit. Selon moi, le cadre d'action doit être d'ordre humanitaire parce qu'il est question d'handicapés mentaux. On nous les aurait retournés immédiatement, sans les capturer. Or, nous ne vivons pas dans un monde normal, mais dans un monde fou dans lequel les gens du Hamas capturent des handicapés mentaux et les séquestrent en espérant pouvoir en tirer profit. Il en est de même pour les dépouilles. C'est vraiment quelque chose de honteux quand on y pense, tant dans la religion juive que dans l'islam, que de chercher à marchander des cadavres. Normalement, les dépouilles, on les donne, c'est mon opinion. Mais je ne vais pas réparer le monde. Tel est l'univers dans lequel on vit. Bref, je considère que cette affaire doit être réglée dans
dans un cadre humanitaire, je suis prêt à leur construire une clinique, un hôpital ou à leur livrer du matériel hospitalier. S'ils ont chez nous des prisonniers malades ou handicapés mentaux, je serai prêt à les libérer. Telle doit être la direction. Mais il ne faut pas chercher à prendre exemple sur l'affaire Shalit qui concerne un soldat capturé sur le champ de bataille. C'est une histoire qui n'a rien à voir. לא הייתי הולך לקחת עסקת שליט, שזה חייל שנפל בקרב וזה, זה סיפור אחר לגמרי. Dernière question. Est-ce que pour vous, Gilad Shalit restera, je sais que vous avez 2 filles, le fils que vous n'avez pas eu? Écoutez, nous sommes en très bon rapport, j'ai 2 filles, il a sa place chez moi et c'est réciproque. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Il s'est marié il y a quelques mois et je dois avouer que j'étais très ému. Je ne suis pourtant pas une personne qui s'émeut facilement. J'avoue que j'étais ému, oui, lorsque je l'ai vu avancer avec ses parents en direction de la roupa, le dé nuptial. Et ce n'était pas si simple pour moi. Je ne pensais pas que cela pourrait arriver. C'est un homme qui est venu de l'au-delà pour enfin se marier. Alors oui, il a sa place chez moi. Mais ce qui est essentiel, tant pour lui que pour moi, c'est que nous ne regardons pas derrière nous. Nous ne nous voyons pas pour parler du passé et de la captivité. Quand il a commencé à étudier, il m'a raconté. Lorsqu'il s'est mis à travailler, il m'en a aussi parlé. Nous nous voyons de temps en temps. Gilad Shalit n'est pas pour moi une personne parmi d'autres. Il est dans mon esprit, en permanence. David Medan, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Plus de 35 ans passés au Mossad. Vous étiez candidat pour avoir la tête de cette organisation. Vous êtes celui qui avait libéré en tout cas Gilad Shalit. Merci d'avoir accepté cette interview. Plaisir.